Les gens en Occident, les soi-disant dirigeants, et tu as tout à fait raison, je parle des Européens, bien qu'ils ne soient pas des psychopathes ou des fascistes déclarés comme Trump, vivent dans leur propre monde imaginaire et sont incapables d'affronter Poutine personnellement et la Russie telle qu'elle est objectivement, plutôt que la Russie telle qu'ils l'imaginent, comme une sorte de menace redoutable à l'horizon. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Michael Brenner. Michael est professeur émérite en affaires internationales à l'Université de Pittsburgh et chercheur au Centre pour les relations transatlantiques de Johns Hopkins. Michael, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Eh bien, Pascal, je suis ravi d'être de retour avec vous. Toujours ravi de vous parler. Vous êtes l'une des voix et des esprits qui analysent réellement la situation actuelle sous un angle très réaliste. J'aimerais donc recueillir votre avis sur les événements les plus récents aux États-Unis en matière d'affaires internationales. Par exemple, nous avons eu la récente annonce ou le discours de Donald Trump et Pete Hegseth devant quelques centaines de généraux et d'amiraux. Et maintenant, il y a la promesse des États-Unis de fournir des missiles Tomahawk. Pouvez-vous me dire, de votre point de vue, en étant aux États-Unis, comment tout cela vous apparaît? Eh bien, commençons par quelques points élémentaires mais fondamentaux. Premièrement, je ne crois pas qu'il y ait eu de changement dans la perspective stratégique, la vision générale de Donald Trump, dans la mesure où il réfléchit de manière cohérente et logique, ou parmi ses principaux collaborateurs. Je pense que durant le premier mois ou deux, ou disons les premières semaines de son administration, il y a eu beaucoup de malentendus quant aux véritables objectifs ou buts principaux de Trump, notamment en ce qui concerne l'Ukraine. Beaucoup étaient prêts à le voir comme un artisan de paix, ou du moins un médiateur, même si les États-Unis étaient alors, et sont restés, une partie belligérante dans la guerre. Et l'impossibilité de concilier ces deux rôles, alliés et belligérants d'un côté, et prétendu médiateur de l'autre, semble avoir échappé à beaucoup de gens. Mais gardons à l'esprit que dès le départ, il n'y avait aucune preuve tangible ni aucune déclaration de la part de Trump ou de ses principaux collaborateurs, indiquant une volonté d'accepter ce qui constituait les termes fondamentaux, les termes minimaux, que les Russes accepteraient comme base pour une forme quelconque de règlement. Vous savez, on a beaucoup entendu parler de soi-disant cessez-le-feu, voire d'échange de territoire. C'est-à-dire, ces parties de l'Ukraine de 2014 occupées par la Russie, en échange d'un arrêt des hostilités sur place. Mais la vérité, c'est que, dans la mesure où ce dernier ensemble de compromis a été envisagé, il ne répondait toujours pas aux principales préoccupations stratégiques de la Russie, à savoir garantir que l'Ukraine ne soit plus jamais utilisée comme plateforme pour attaquer, affaiblir ou saper de quelque manière que ce soit la sécurité de la Russie. Et cela demeure encore aujourd'hui, comme le répète presque chaque semaine le président Poutine et M. Lavrov, ce que M. Poutine a d'ailleurs réaffirmé aujourd'hui lors de la conférence de Valdai. Cela se traduit par une Ukraine neutre, militairement affaiblie, qui n'aurait aucune affiliation institutionnelle avec une organisation de sécurité occidentale. Et la reconnaissance formelle de cet état de fait par les États-Unis et toutes les puissances occidentales. En ce qui concerne l'administration Trump, ainsi que son successeur, l'administration Biden, et il faut également mentionner la première administration Trump et l'administration Obama après 2014, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais été prêts à accepter. Ainsi, je pense que dès le départ, toute perspective de règlement négocié et de stabilité relativement durable
n'a jamais été envisageable. Puis-je simplement vous demander ici, je continue d'interpréter ce que font les États-Unis en ce moment comme une tentative de façonner ou d'ajuster leur sphère d'influence, les endroits où ils peuvent dicter aux autres comment les choses doivent se passer. L'Ukraine en est bien sûr un exemple frappant, car nous savons à quel point il y a eu d'ingérence américaine dans le processus politique interne, ce qui est explicitement quelque chose que les Russes considèrent comme une violation directe des accords politiques de 1991 qui avaient été conclus, à savoir qu'il n'y aurait pas d'ingérence mutuelle dans les États tiers. C'est l'argument principal que les Russes utilisent pour dire « Regardez, ce n'est pas nous qui avons rompu ces accords en premier. Ils ont été rompus par les États-Unis. » Est-ce aussi ainsi que vous le voyez, que les États-Unis cherchent sans cesse à établir le précédent selon lequel ils auraient le droit de dire à d'autres États, y compris ceux qui sont immédiatement voisins de la Russie et de la Chine, comment leurs processus doivent se dérouler? Eh bien, cela est désormais devenu manifestement vrai, et c'est fait au grand jour. Alors que par le passé, je ne crois pas que les prédécesseurs de M. Trump se soient privés d'une très large marge de manœuvre quant aux moyens, aux lieux et aux objectifs pour lesquels les États-Unis pouvaient exercer leur pouvoir ou leur influence coercitive, qu'elle soit militaire, économique ou par des moyens moindres ou plus tangibles. Ce que Trump a fait au cours des 8 derniers mois, c'est en effet tirer le rideau encore quelque peu opaque et révéler à quel point les États-Unis sont et ont été impitoyables dans leur volonté d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour parvenir à leurs fins. Que signifie parvenir à ses fins? Eh bien, pensons-y d'abord en termes stratégiques généraux. La ligne directrice de la pensée américaine sur le monde d'après la guerre froide, qui remonte maintenant à près de 35 ans, est restée constante. Et cela a été exprimé de manière très concise dans la célèbre note de Paul Wolfowitz, rédigée en mars 1991 alors qu'il était haut fonctionnaire au sein du département de la Défense. Il s'agissait, en quelque sorte, d'une note strictement confidentielle, destinée au président et au secrétaire à la Défense. Elle a fuité, et le président Bush l'a désavouée. Mais ce document et son plan assez détaillé, en fait, un véritable schéma directeur, expliquait comment les États-Unis devaient et pouvaient, en pratique, non seulement conserver une position dominante dans les affaires internationales, mais aussi parvenir à institutionnaliser une suprématie qui serait mondiale, géographiquement globale et durable. Il y avait un passage célèbre dans lequel il était préconisé que l'un des aspects principaux de cette stratégie serait d'empêcher ou de prévenir l'émergence de toute autre puissance susceptible de remettre en cause l'hégémonie américaine. Et l'hégémonie, telle qu'elle est comprise et clairement énoncée dans le mémo Wolfowitz, signifiait réellement un contrôle impérial, sinon un contrôle physique direct, alors un contrôle politique de facto du système mondial. Officiellement désavoué par le premier président Bush, Bush l'ancien, appelons-le ainsi, la perspective de Wolfowitz est en réalité devenue, au cours des 3 décennies et demie suivantes, largement acceptée. Presque une sorte de vision universelle partagée par les élites de la politique étrangère américaine, et l'on pourrait même dire par la classe politique américaine en général. Ce que nous voyons sous Trump en est la manifestation la plus concrète et la plus flagrante. La conviction que les États-Unis doivent, en effet, et peuvent, dicter les termes des relations avec tout autre pays qu'ils considèrent comme ayant une quelconque importance dans le monde, afin d'assurer cette position dominante américaine. Cela implique des ingérences de toutes sortes, qu'elles soient militaires, attaquer l'Iran ou commerciales.
On peut citer comme exemple marquant la campagne tarifaire. Qu'il s'agisse d'intimidation politique exercée non seulement sur des rivaux potentiels, non seulement sur des partis neutres comme l'Inde, mais même sur ses soi-disant amis et alliés, qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont toujours adopté une attitude de déférence envers les États-Unis et se voient maintenant en fait obligés, sous la pression de Trump, je dis obligés selon leur propre point de vue, je ne parle pas objectivement, de certifier leur statut de vassal. Ainsi, il n'y a plus grand-chose d'obscur quant aux intentions américaines, aux objectifs extrémistes des États-Unis ou aux moyens employés pour les atteindre. Vous savez, ce que vous exposez est un argument que Brian Berletic avance également de manière récurrente. Et je pense que c'est pour de très bonnes raisons. Il appelle cela une continuité d'agenda et une division du travail. Autrement dit, assurer la continuité de l'agenda, l'hégémonie des États-Unis par exemple, en confiant désormais la guerre par procuration en Ukraine aux Européens. Ainsi, la division du travail permet à l'Empire de se concentrer sur d'autres régions. Et ce que nous avons vu récemment au Népal, ainsi que les émeutes en Indonésie, etc., sont des exemples de la manière dont les États-Unis utilisent leur capacité d'action secrète, via des ONG, pour faire pression sur d'autres États, afin qu'ils se conforment à leurs lignes. Et ce que nous voyons au Venezuela, par exemple, c'est simplement un moment où ils recourent à la violence pure et simple pour reprendre le contrôle de leur hémisphère. Maintenant, la question que je me pose, cependant, c'est que, même s'il devient de plus en plus évident que Donald Trump n'est pas une exception, mais simplement la dernière version de cette stratégie à long terme, quels sont les mécanismes dont il dispose? Est-ce qu'on voit que les États-Unis, en tant qu'empire, déploient certains moyens pour atteindre tout cela? Et à quels endroits cela échoue-t-il réellement? Parce que je ne pense pas que tout se passe réellement selon le plan Wolfowitz. Et si l'on regarde la manière dont la Russie et la Chine se rapprochent, la façon dont l'OCS et les BRICS galvanisent réellement le monde non occidental, cela doit être quelque chose qui inquiète profondément ces néoconservateurs, non? Et il y a 2 ans, c'est toi qui m'as expliqué la genèse des néoconservateurs. Peux-tu peut-être en parler? Eh bien, je pense que c'est une erreur de croire que Trump et son entourage et son cercle plus large de connaissances. Rappelons-nous que Donald Trump parle à et écoute toutes sortes de personnes qui n'occupent pas nécessairement de fonctions officielles. Lors de sa première administration, il parlait chaque soir à ce journaliste de la chaîne Fox. Appelez-le comme vous voulez. Journaliste, enfin, commentateur, vous voyez. Son nom m'échappe. Je veux dire, il en a même nommé un comme secrétaire à la Défense, non? Eh bien oui. Il a choisi, vous savez, ce simplet, Higgs, comme secrétaire à la Défense, ce qui montre que Trump n'a aucun sens. D'abord, il n'a aucun sens des responsabilités, non seulement envers les autres, envers le pays, envers les citoyens américains, mais il est incapable d'organiser de grands projets de manière cohérente, de les doter en personnel, de chorégraphier leurs actions, de les coordonner. Il n'a ni les connaissances, ni le tempérament, ni l'intelligence nécessaire pour le faire. En vérité, Donald Trump est un psychopathe clinique d'un narcissisme malin, avec d'autres traits de personnalité mentale malheureux. En fait, il est le fasciste par excellence. Si l'on comprend le fascisme, avant tout, comme un certain état d'esprit et une attitude face au pouvoir, au leadership, à la direction, etc., tout cela a été très bien exposé par le philosophe et romancier italien Umberto Eco il y a quelques années, et la comparaison avec Trump est à tous égards, je veux dire presque parfaite. En plus de cela, Trump ne peut pas maintenir son attention sur un sujet plus de quelques minutes. C'est littéralement le cas. Cela a été attesté
par des personnes ayant travaillé pour lui pendant des années. N'oubliez pas que son ancien chef de cabinet, le général Kelly, lors de sa première administration, et le général McMaster, son conseiller à la sécurité nationale, ont tous deux affirmé publiquement l'an dernier, pendant la campagne, que premièrement, Trump est un fasciste, c'est leur mot, et deuxièmement, que cet homme est incapable de pensée logique et de planification cohérente. Nous devons donc comprendre que lorsqu'il s'agit des déclarations de Donald Trump, nous parlons de mots assemblés ou de slogans enchaînés de manière presque aléatoire. Un processus d'association libre ou dans la plupart des cas de non-association si l'on veut, dont beaucoup sont à la fois contradictoires et contre-productifs, et donc susceptibles d'être manipulés par d'autres autour de lui, qui s'accrochent à l'une des obsessions de Trump, et en fait, l'orientent vers une ligne d'action particulière, comme les récentes mesures concernant l'Ukraine. Et Jonathan Miller, son chef de cabinet adjoint, semble très actif dans ce domaine, et il en résulte un tweet au beau milieu de la nuit, dont beaucoup, apparemment, ne sont même pas rédigés par Trump, mais par Miller, puis montrés à Trump, qui dit « Oui, c'est parfait, c'est exactement ce que je ressens ». Et le tweet est publié. Voilà donc la situation à laquelle nous sommes confrontés. Oui, mais qu'est-ce que cela fait au système? Parce que vous savez, il y avait cette idée que Donald Trump était un élément extérieur au système, n'est-ce pas? Qu'il était quelqu'un qui s'était introduit dans les cercles d'élite depuis... Enfin, il était lui-même un membre de l'élite, n'est-ce pas? Mais il n'était pas un membre de l'élite politique, et qu'il est arrivé et a en quelque sorte créé un nouveau paradigme, ce changement, ce virage, America First, vers une focalisation sur le pays, s'opposant ainsi à la vision néoconservatrice de domination étrangère totale. Cela faisait aussi partie de sa rhétorique, bien sûr, qui l'a fait élire. Il était le candidat de la paix. Et il semble maintenant que tout cela n'était que du vent. Alors, qu'est-ce que cela fait au système, la façon dont il est et la façon dont l'administration fonctionne aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, associer les mots Donald Trump et paradigme relève de la fantaisie. Il n'a pas de paradigme. Il n'a aucune conception ou compréhension organisée du monde, des États-Unis ou de quelque parti que ce soit. En un sens, il n'a pas d'esprit, tel que nous l'entendons généralement pour des personnes occupant des soi-disant postes à responsabilité, et encore moins pour un président des États-Unis. Il y a deux formes, je pense. Je reviendrai sur la question que vous avez soulevée à propos d'une nouvelle vision, que l'on utilise ou non le terme paradigme. Il y a toujours eu deux projections. L'une est la projection sur lui de la part de ceux qui votent pour lui. Mais rappelons-nous que dans la politique américaine, au minimum 80% des votes sont prédéterminés. 40% de la population votera automatiquement républicain, 40% votera démocrate. Ces dernières années, au cours des dernières décennies, ce chiffre est monté à 45%. Ce n'est pas que les autres, ou les indécis, soient des indépendants réfléchis. C'est tout le contraire. En fait, la plupart des soi-disant indépendants sont des personnes encore moins informées que les 80% ou 90% restants. Mais les États-Unis sont traversés par toutes sortes de griefs et d'obsessions que les gens entretiennent, alors même que ce n'est en rien un pays en danger. Ce n'est pas un pays qui a subi un traumatisme. Ce n'est pas un pays où l'on a connu, vous savez, de vifs conflits ou divisions ethniques ou religieuses. Il est historiquement sans précédent qu'un pays comme celui-là, ajoutons à cela ces 240 ans, 230 ans de tradition de démocratie constitutionnelle, puisse en fait opter pour le fascisme, ce qui est en train de se produire. Donc ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ont un ressentiment à propos de l'immigration, qui, soit dit en passant, est largement exagéré en ce qui concerne son importance,
pour la plupart des gens aux États-Unis. Si j'ai un grief concernant toutes les absurdités qui se passent non seulement sur les campus et dans les universités, mais aussi ailleurs, avec les toilettes transgenres et blablabla, etc., etc. Les États-Unis regorgent de toutes ces obsessions. Et dans une société qui aujourd'hui est en grande partie nihiliste, les gens se complaisent à donner du sens, un sens personnel et de l'importance à beaucoup de ces choses. Donc, ceux-ci, beaucoup d'entre vous, eh bien, ils l'ont fait. Trump est arrivé, a donné voix à certains de ses griefs, et ils se sont dit « Super type, c'est notre homme », sans vraiment réfléchir à qui est réellement cet homme, sans trop penser aux choses insensées qu'il dit, sans penser à ces 23 témoins qui ont témoigné d'agressions contre des femmes dans des lieux publics, et à bien d'autres choses encore. Et tout cela passe au second plan, parce qu'ils étaient obsédés par une ou deux questions particulières. En ce qui concerne l'establishment politique américain, ils se sont effectivement opposés aux establishments républicains, tels que, disons, les anciens clubs de campagne et le milieu des affaires. Ils ne voulaient pas de Trump, ils s'y sont opposés. Mais lorsqu'il est devenu évident en 2016 qu'il allait être nommé et qu'il avait une chance de gagner, ils ont sauté dans le train en marche. Et depuis, il n'y a eu aucune opposition sérieuse, d'aucune sorte, de la part des élites républicaines traditionnelles envers Trump. Voilà qui est classique. Ce n'est pas proprement américain. Si l'on regarde l'histoire du XXe siècle, on voit des régimes autocratiques, en particulier des régimes fascistes en Europe centrale et orientale, en Italie, en Espagne, etc. Et l'ancien establishment conservateur est toujours prêt au final à faire la paix et à se réconcilier avec le chef de la foule, que ce soit Mussolini, Hitler, Franco ou n'importe lequel des autres dirigeants en Europe de l'Est. Et n'oublions pas que Lloyd Blankfein, l'ancien patron de Goldman Sachs, une personne d'une influence extraordinaire, a déclaré à plusieurs reprises que si le choix se résumait à un duel entre Donald Trump et Bernie Sanders, qui cherchait alors l'investiture, que ce soit en 2016 ou en 2020, il voterait sans hésiter pour Trump. Bernie Sanders, à ses yeux, représentait une menace plus grande pour le pays. Non, ces gens-là ne pensent vraiment pas en termes d'intérêt national. Pour lui, pour Goldman Sachs, pour la finance prédatrice, Bernie Sanders n'était rien d'autre qu'un démocrate du New Deal, n'est-ce pas? Mais il était perçu par Blankfein et ses pairs comme une menace plus sérieuse. Oui, je veux dire, en interne, les États-Unis se sont à ce stade transformés en une oligarchie, non? Ou en réalité, l'élite du pouvoir et l'élite de l'argent ont le dernier mot, n'est-ce pas? Et l'élection à laquelle les gens sont autorisés à participer est alors une élection qui vous donne littéralement le choix entre Donald Trump et Kamala Harris. Franchement, je n'aurais jamais voulu être américain à ce moment-là. C'est en gros le système qui vous dit « Quel poison voulez-vous » Mais si on prend du recul par rapport à ça, et qu'on revient aux États-Unis en tant qu'entité politique, dans laquelle M. Trump n'est finalement qu'un parmi d'autres au sein du système, et l'un d'une longue succession de détenteurs du pouvoir, n'est-ce pas? Et ce qui devient clair maintenant, c'est qu'il ne changera pas de cap. Il va simplement, disons, lever ce voile de faux-semblants dans les relations internationales et renommer le département de la défense en département de la guerre, n'est-ce pas? Et d'une certaine manière, nous donner cette clarté sur la véritable nature de mon institution. Alors, comment voyez-vous la suite des choses? Eh bien, il s'agit de deux choses rares. Premièrement, en ce qui concerne la politique étrangère, oui, il y a plus de continuité que de changement, sauf que le niveau d'incompétence et de stupidité a augmenté. Étant donné le genre de personne qui est le président et les gens qui l'entourent,
c'est tout à fait compréhensible. Le changement révolutionnaire a lieu aux États-Unis. Et les États-Unis, à certains égards, selon des critères objectifs, ne sont plus une démocratie constitutionnelle. Les violations de la loi, des précédents, l'abus de pouvoir sont si flagrants, si répandus, qu'ils portent atteinte à l'un des principes les plus fondamentaux de la vie publique américaine, ce qui constitue effectivement une révolution. Et cela ne fait aucune différence à mes yeux que les démocrates obtiennent une petite majorité lors des élections de mi-mandat. Trump les écrasera tout simplement. Il gouvernera par décret. Il dispose déjà d'une Cour suprême qui approuvera pratiquement tout ce qu'il fera. Le Congrès ne le remet pas en cause, même lorsqu'il viole la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution. La plupart des gens ne réalisent pas qu'il existe en réalité une clause dans la Constitution des États-Unis qui stipule que seul le Congrès peut imposer des droits de douane sur les importations dans le commerce national. Donc tout ce que Trump a fait en matière de droits de douane est manifestement et ouvertement inconstitutionnel. Or, les tribunaux ont été très lents à répondre aux contestations sur ce fondement. Et le Congrès, bien sûr, dirigé par les républicains, fait maintenant preuve d'une discipline rappelant celle des membres de l'ancien Soviet suprême, non pas par crainte pour leur vie, mais simplement par peur de perdre leur emploi, d'être contestés lors des primaires et de devoir gagner honnêtement leur vie au lieu de se faire passer pour des hommes d'État à Washington. Mais les démocrates ont disparu. Il n'y a pas de leader démocrate. Il n'y a pas de contestation démocrate. Ces deux hommes, Schumer, qui est un haut responsable démocrate au Sénat, et Jeffries à la Chambre, ne sont que des politiciens de bas étage, des hommes faibles et timorés qui n'ont ni le courage ni la conviction de s'opposer à un tyran comme Trump. Donc, toute idée que les États-Unis et le système politique américain reviendront, ou même, si l'on veut vraiment être pessimiste, pourraient revenir, au statu quo ante, disons avant 2016, me semble personnellement totalement irréaliste. La question est de savoir jusqu'où ira ce mouvement vers l'autocratie ou le fascisme à l'américaine et s'il réussira. C'est vraiment la question ouverte. Et ce que cela signifie en termes de politique étrangère est très difficile à dire, car les liens sont, ni évidents ni tangibles. Je pense qu'il se trouve davantage dans l'état d'esprit des gens. Bien sûr, lorsqu'on est avide de pouvoir, lorsqu'on a assumé ce qui équivaut à des pouvoirs dictatoriaux, la tendance à en abuser se manifeste partout, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans les relations avec les étrangers et les autres États. Mais ne pensez-vous pas que vous savez, certains leviers du pouvoir de la politique étrangère américaine vont ainsi disparaître? Je veux dire, pour l'instant, nous en sommes encore à un stade où les Européens, par exemple, font semblant de croire que ce qui vient d'être exposé n'est pas en train de se produire, ou qu'on peut encore attendre que cela passe, et que tout ira bien. Je veux dire, les États-Unis, papa va revenir, et papa va s'occuper de tout, n'est-ce pas? Et l'alliance transatlantique est indéfectible, la plus forte alliance du monde. Ils vivent encore avec cette idée que le monde transatlantique existe toujours, et que ses valeurs sont encore partagées. Et les Européens empruntent également une voie très sombre. Mais à mon avis, une voie sombre d'un autre genre. Et puis il y a aussi le fait que, bien sûr, les États-Unis ont longtemps cultivé cette image de démocratie parfaite afin de développer une partie de leur soft power. Je veux dire, regardez le siège des Nations Unies. Pour la première fois, des gens disent « Écoutez, nous ne pouvons plus utiliser New York. Ce n'est tout simplement plus tenable. » Donc, il y a maintenant des choses, je crois, qui échappent peu à peu aux États-Unis. Comment voyez-vous l'impact des changements internes sur la capacité des États-Unis à interagir avec le système international?
Eh bien, je pense, vous savez comme je l'ai dit il y a un instant, qu'en termes de tempérament, d'attitude, de goût du pouvoir et d'utilisation et d'abus du pouvoir, il y a plus qu'une complémentarité, il y a une similitude dans l'attitude du président, de l'administration et donc du pays, dans la manière dont ils abordent les questions intérieures comme étrangères. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'est pas très difficile de voir qu'à terme, les États-Unis vont en sortir perdants. Perdants en ce qui concerne leur propre ambition. Vous savez, pour revenir, comme nous l'avons dit, à 1991 et à Paul Wolfowitz, et l'ambition, la perdante de la grande majorité de la communauté politique américaine aujourd'hui, c'est le maintien de l'hégémonie américaine. C'est clairement une impossibilité. À court terme, on peut se permettre toutes sortes de choses grâce à son audace, à sa volonté d'utiliser la force brute, encore une fois, le Moyen-Orient. Et parce que certaines des autres parties, qui subissent des tensions considérables et croissantes, ne souhaitent pas de confrontation ouverte. Les dirigeants chinois ne veulent pas de confrontation militaire avec les États-Unis. C'est pourquoi ils laissent les États-Unis s'en tirer, avec des choses comme en réalité une abrogation unilatérale du traité de 1969 qui reconnaissait et consacrait la politique d'une seule Chine. Poutine n'a jamais voulu de rupture avec les États-Unis. En fait, il a pris cette tâche en main et a été critiqué dans son propre pays, non seulement par l'armée, mais aussi par d'autres, qui disent qu'il est trop conciliant, aussi bien avant Trump qu'avant l'Ukraine, et certainement pendant la guerre en Ukraine. Il y a, à mon sens, des raisons tout à fait sensées à cela. Premièrement, d'après ce que je comprends, et selon quelqu'un comme John Helmer, qui fait vraiment les reportages les plus sophistiqués et les plus informés à Moscou, il existe de profondes divergences au sein des élites russes. Deuxièmement, Poutine a subi une certaine pression de la part de dirigeants comme Modi et Lula pour trouver, si possible, un moyen de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a donc dû démontrer, en réponse aux propositions de paix exagérées de Trump, une volonté de négocier. Mais je veux dire, le troisième élément qui me semble évident, c'est que Poutine n'a jamais voulu rompre avec l'Occident. Il n'a jamais voulu entrer en rivalité avec l'Occident, ni avec les États-Unis, ni avec l'Europe occidentale, ni avec l'Occident en général. Et il a gardé dans son esprit, je pense, l'espoir qu'on puisse trouver une sorte de modus operandi dans lequel la Russie aurait une place légitime sur la scène européenne et serait reconnue pour sa propre orientation et ses propres intérêts, sans que cela ne représente en rien une menace pour l'Occident. Et bien sûr, toutes ces ouvertures, remontant même à son discours de 2007 à la conférence de sécurité de Munich, qui avait tellement choqué, n'ont jamais laissé entendre le contraire. Sa référence aux pays occidentaux, le terme qu'il utilisait était « partenaire », a perduré jusqu'à la fin de 2021 et au début de la guerre en Ukraine. Mais les gens en Occident, les soi-disant dirigeants, et tu as tout à fait raison, je parle des Européens, bien qu'ils ne soient pas des psychopathes ou des fascistes déclarés comme Trump, vivent dans leur propre monde imaginaire et sont incapables d'engager un dialogue personnel avec Poutine. Et la Russie, telle qu'elle est objectivement, plutôt que la Russie fantasmée, vue comme une sorte de menace redoutable à l'horizon. Oui, mais je veux dire, beaucoup de cela relève de l'arrogance et de l'illusion, non? Et toute cette mobilisation de la population, n'est-ce pas? Et puis, il y a la Russie que les analystes sérieux comprennent comme ayant des objectifs à plusieurs niveaux et ayant eu l'intention politique de coopérer avec l'Occident et de construire cette maison européenne commune. Je veux dire,
Depuis Gorbatchev, cette idée était présente. Et cela n'est jamais devenu une réalité que l'Occident aurait permis. Mais regardons, parlons simplement de quelques autres choses qui se passent en ce moment. Les puissances d'Europe occidentale essaient désormais d'intercepter ouvertement des pétroliers, n'est-ce pas? Les navires russes transportant du pétrole russe à leur bord, ou accusés de le faire. Ce qui n'est pas un crime selon le droit international, ce n'est pas un crime du tout. Je veux dire, non, c'est de la piraterie. C'est de la piraterie, non? Et nous voyons toutes ces façons dont ces normes sont désormais bafouées, non seulement par les États-Unis, mais aussi par les Européens. Les sanctions secondaires et le feu vert donné à Israël pour faire exploser des bâtiments à Gaza et attaquer à tout va, n'importe qui. Donc, il ne s'agit pas seulement des États-Unis, mais aussi d'Israël. Sommes-nous dans un moment général de déclin des normes que même l'Occident n'osait pas toucher jusqu'à présent? Il est étrange qu'en 2025, nous en soyons à parler dans un langage spenglérien et à donner un sens concret à des termes comme l'Occident et conflit de civilisation, etc. Mais quelque chose qui s'en rapproche est bel et bien en train de se produire. Cela s'exprime de façon la plus claire aux États-Unis. Car les États-Unis ne peuvent tout simplement pas tolérer, ou il y a quelque chose dans le psychisme collectif américain qui ne peut pas tolérer, une situation dans laquelle les États-Unis ne sont pas manifestement numéro un et reconnus comme tels. Cela touche presque à leur psychisme politique, comme je l'appelle, mais c'est une réalité, vous savez. Et les événements survenus au cours de la dernière génération ont engendré beaucoup d'appréhension. D'abord, il y a eu le 11 septembre. L'importance du 11 septembre, c'est qu'il a soudainement fait ressentir aux Américains une vulnérabilité qu'ils n'avaient pas connue depuis Pearl Harbor. Certes, l'Union soviétique pouvait détruire les États-Unis avec des armes nucléaires, mais cela restait abstrait. La preuve concrète que les États-Unis n'étaient pas invulnérables a été un véritable choc. Le deuxième point, et c'est ce qui a vraiment donné un élan considérable pour s'engager dans ce qui est depuis 25 ans une quête de vengeance, c'est la guerre contre le terrorisme. Ce n'était pas une guerre ni un effort pour s'attaquer à ce type de cellules d'organisation terroriste. C'était une série d'actes de vengeance contre les peuples arabes et musulmans. Et peu après, cela s'est ajouté à un sentiment de perte de puissance. Pas seulement de vulnérabilité, mais de perte de puissance, à cause d'échecs. Un échec en Irak et de façon plus flagrante et embarrassante en Afghanistan, qui a été une farce, n'est-ce pas? Et avec cela, la prise de conscience que la Chine en particulier, et l'image s'est cristallisée au point d'être désormais ancrée dans l'esprit américain, que la Chine est bel et bien capable de défier les États-Unis sur tous les plans. Et c'est comme une sorte de match de football. Vous voyez, pour la première place, quoi que cela veuille dire, n'est-ce pas? Et cela est très difficile pour les Américains, en particulier pour les élites américaines. En ce sens, ce sont les élites américaines qui sont tenues pour responsables, et non des pressions venant de la base. C'est une idée qui a été cultivée et propagée par les élites américaines, tout comme elles ont cultivé et entretenu cette image de l'ours russe sanguinaire. Et il n'existe aucun contre-récit, sauf sur des sites Internet marginaux, vous savez. Si vous consultez n'importe quel média grand public, c'est uniforme dans ces innombrables expressions du même monde fantasmé, de la vie dans le même monde fantasmé, déconnecté de la réalité. Bien sûr, à mesure que nous nous enfonçons de plus en plus dans ce monde fantaisiste et que la déconnexion entre ce monde imaginaire et la réalité s'accentue, les risques de catastrophe augmentent.
Et nous le voyons aujourd'hui, alors que les États-Unis et l'Occident prennent des mesures supplémentaires et plus dangereuses pour affronter physiquement la Russie. En fait, les États-Unis, à certains égards, mènent une guerre contre la Russie depuis février. En réalité, la planification a commencé avant février 2022. Ce sont des armes américaines, ce sont des instructeurs américains, c'est les États-Unis. Au Pentagone, chaque offensive ukrainienne a été planifiée. Ce sont les États-Unis qui travaillent main dans la main, physiquement sur le terrain, avec les services de renseignement ukrainiens. C'est les États-Unis, la CIA, qui ont mis en place 13 centres le long de la frontière avec la Russie pour fournir quotidiennement des renseignements, y compris des renseignements tactiques, aux Ukrainiens. Et maintenant, ce sont les États-Unis qui vont aider l'Ukraine à lancer des frappes en profondeur sur le territoire russe avec du matériel américain. Et les Européens, dans leur folie totale, se joignent à ce jeu incroyablement dangereux avec un autre rêveur, Emmanuel Macron, qui fait désormais intervenir la marine française dans des actes de piraterie en interceptant des navires commerciaux en eau internationale, simplement parce qu'ils transportent des armes que M. Macron a unilatéralement décidé d'interdire. Et donc je dis que nous nous enfonçons de plus en plus dans une impasse. Nous allons tout droit dans une impasse qui se termine par un crash contre le mur au bout du cul-de-sac. Oui, mais ça, je veux dire d'accord, nous qui voyons cette impasse arriver et ce train foncer droit dedans, on aimerait vraiment prévenir les conducteurs, leur dire, voilà, c'est là. Je veux dire, il faut vraiment faire attention à ça. Mais tu sais, ce qui me fascine en ce moment, c'est que malgré tout ce qui se passe, on voit toujours que ce n'est pas seulement une entreprise américaine, n'est-ce pas? C'est transatlantique, c'est européen, c'est, faute d'un meilleur mot, utilisons peut-être celui qu'emploie Richard Sakwa. Il parle de l'Occident politique pour distinguer ce groupe de personnes et ce groupe de pays qui ont une manière très particulière de s'organiser. Ils faisaient semblant d'être, vous savez, des nations indépendantes qui se réunissent autour de valeurs communes et blablabla. Et maintenant, on sait bien que non. Il s'agit simplement de la bonne vieille intégration de l'Empire et de sa structuration, avec des satellites qui gravitent autour du centre, etc. Ce ne sont que des mécanismes de contrôle, et bien sûr aussi des avantages mutuels, où les élites européennes accèdent à des postes plus élevés, comme devenir secrétaire général de l'OTAN, ce genre de choses. Et donc, il y a un mécanisme, comme Carl Bildt. Mais le système doit maintenant réprimer sa propre rhétorique pour maintenir l'illusion, n'est-ce pas? Nous devons donc maintenant faire semblant de croire que le génocide est de la légitime défense. Nous devons faire semblant de croire qu'interdire des partis politiques en Europe renforce la démocratie. Nous devons faire semblant de croire qu'aux États-Unis, démanteler le système fait en réalité partie du renouveau démocratique. Et la situation ne fait qu'empirer. Et bien sûr, tout cela mène inévitablement à la guerre. Cela pousse à la guerre à l'extérieur, et à la guerre et aux troubles civils à l'intérieur. Mais le système doit alors se réprimer de plus en plus lui-même. Pensez-vous que cette clarté à laquelle nous assistons aujourd'hui conduira réellement à une remise en question interne, à terme, non seulement aux États-Unis, mais peut-être aussi chez les Européens, les Australiens, les Néo-Zélandais? Eh bien, je pense que votre description des choses est très pertinente et absolument, vous savez, correcte. Je pense, vous savez, à deux niveaux, je veux dire. Vous connaissez évidemment l'Europe mieux que moi. Et après tout, la Suisse fait partie de l'Europe, même si vous vivez actuellement au Japon. Je veux dire, l'étrangeté, encore une fois, et ici nous parlons d'un phénomène d'élite, c'est que la plus grande partie de la classe politique d'Europe occidentale est assez à l'aise avec, et même favorable à, ce qui équivaut à une confrontation, même atténuée pour le moment,
entre l'Occident et le reste du monde. Et vous savez, les formes les plus extrêmes de cela sont qualifiées de nostalgie britannique pour le Raj et l'Empire, etc. Mais une version étrange de ce phénomène semble imprégner une grande partie de l'Europe. Monsieur Metz, en Allemagne, considère l'Allemagne comme le défenseur de la culture occidentale ou du christianisme occidental face aux Slaves barbares venus de l'Est. Macron vit dans son propre monde fantaisiste, où il se voit, vous savez, comme un troisième empire ou peu importe. Quant à ce personnage pitoyable à Londres, je veux dire, quand on regarde ces gens, non seulement ils n'ont aucun sens des responsabilités, non seulement ils manquent totalement de qualité d'homme d'État, non seulement ils vivent dans ce qui est devenu un monde de fantasmes collectifs, non seulement ils agissent ou s'engagent sur une voie qui va évidemment mener à l'échec, voire pire, mais en plus, ils sont profondément impopulaires. Si l'on additionne les taux de popularité de M. Scholz, de M. Macron et de M. Metz, ils sont au total plusieurs points en dessous de celui de M. Poutine à Moscou. Et pourtant, ces personnes étranges croient que le peuple russe, les Russes, se soulèvera contre Poutine si seulement nous parvenons à réduire les revenus pétroliers. C'est, d'une certaine manière, pathologique. Et maintenant, bien sûr, ils se soutiennent tous mutuellement. C'est presque un consortium de pseudo-autocrates extrêmement impopulaires, dont le seul intérêt est de rester au pouvoir. L'autre point que tu soulèves, c'est qu'il y a de larges segments de la population qui semblent devenir désabusés, surtout en Espagne et en Italie et en Allemagne, et cela commence en France. En Angleterre, il y a ces manifestations massives, non seulement à propos de l'Ukraine, mais aussi concernant le génocide. Et ils l'ignorent tout simplement. Ils l'ignorent tout simplement. On peut avoir un demi-million de personnes dans les rues de Londres. Et cela fait la une des journaux pendant même pas 24 heures, 18 heures, puis c'est oublié. Rien de bon ne peut sortir de cela. Je veux dire, ce qui va en découler selon moi, c'est une montée de mouvements autocratiques à la MAGA, ou peu importe comment on veut les appeler, comme en Allemagne, n'est-ce pas? Comme Le Pen en France, n'est-ce pas? Et il pourrait, comme Farage en Angleterre, qui, selon les sondages, reçoit désormais plus de soutien que les Tories ou les travaillistes. Et si une élection avait lieu demain, où tant de gens agiraient selon leurs préférences déclarées, il obtiendrait une large majorité. Donc je pense que ces personnes devraient être tenues responsables, non seulement d'avoir mené leur pays à la catastrophe sur le plan international, mais aussi d'avoir corrompu et sapé leurs propres institutions démocratiques. C'est donc une période vraiment, vraiment étrange. Je ne veux pas m'étendre. Laissez-moi juste faire un autre point rapide. C'est sur le sujet. C'est anormal. C'est anormal tant du point de vue de la logique, telle que nous la comprenons à travers la théorie politique, la sociologie, l'anthropologie ou autres. Et il n'existe aucun précédent historique à ce qui se passe aux États-Unis ou franchement en Europe occidentale, d'une certaine manière. Deuxièmement, la réaction normale face à des événements que nous ne comprenons pas, des choses hors du commun, est de les attribuer, en effet, à une forme de force surnaturelle. C'est ce que faisaient nos ancêtres du Paléolithique et du Néolithique. Ils peuplaient le monde d'esprits, de dieux et de déesses afin d'expliquer tout ce qui se produisait, sécheresse, inondations, éclairs, et ainsi de suite. Nous faisons exactement l'inverse. Nous voyons toutes ces choses bizarres, dangereuses, grotesques, et nous refusons de les reconnaître comme telles, et nous avons tendance à les normaliser. C'est certainement vrai en ce qui concerne l'attitude, la réaction et la couverture médiatique américaine à propos de Donald Trump, un homme qui prend des mesures rapides pour transformer les États-Unis en une forme d'autocratie fasciste. Et une institution après l'autre se soumet,
comme si tout cela relevait d'un simple jeu politique habituel. Les universités cèdent, les tribunaux inférieurs cèdent, les associations civiques cèdent, l'Association médicale américaine, l'Association du barreau américain. Les églises restent silencieuses. En réalité, le pays traverse une véritable révolution, et les gens s'efforcent d'éviter la conclusion évidente que tout cela n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait considérer comme normal. Écoutez, oui, et plus vous essayez de faire comme si tout était normal, et plus vous tentez de retenir la montée des eaux, je veux dire, surtout pour les Européens, plus la catastrophe sera grave. Donc, Michael, je suis désolé de finir sur une note pessimiste, mais je suis content d'avoir pu avoir votre point de vue sur la situation. Si les gens veulent en savoir plus sur vous, où devraient-ils aller? Eh bien, je pense que je n'ai toujours pas de site web. Je n'ai pas d'URL. Donc la seule façon de faire, si cela ne vous dérange pas, c'est que je vous enverrai leur adresse email et je les ajouterai à ma liste pour leur envoyer quelques documents. Au fait, laissez-moi mentionner autre chose à ce sujet. J'ai une photocopie du mémorandum original de Wolfowitz avec des annotations au crayon dans les marges. Ah, vraiment? Oui. Je l'ai reçu d'une personne, une nuit très sombre, sur un banc à Rock Creek Park, de quelqu'un qui parlait avec un fort accent slave. D'accord. Pouvez-vous? Je vous l'enverrai, juste par curiosité. Merci. Et si quelqu'un veut le voir, si cela ne vous dérange pas d'être sollicité. Toute personne souhaitant lire davantage de Michael, il envoie des newsletters. Faites-le moi savoir, ou faites-le lui savoir. Son adresse email est disponible en ligne. Bien sûr, nous procéderons ainsi. Michael Brenner, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ce fut à nouveau un plaisir. Tous mes vœux, Pascal.